Votre présence, nous sommes effectivement pas très nombreux, mais écoutez, vous êtes d'autant plus les bienvenus et on vous remercie d'autant plus de suivre cette programmation. Donc ce mois-ci, comme vous l'avez vu, une programmation nous et les animaux, vous avez bien vu la parenthèse que nous avons mise pour en fait envisager, moi je le résumerai comme ça, l'histoire de la cohabitation des hommes et des animaux et comment, dans l'écran, comment le cinéma s'est emparé de cette question et comment on fait depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Le cinéma s'est intéressé, l'animal est un personnage à part entière du cinéma. Et donc, alors, comme toujours, il a fallu faire des choix très difficiles, parce qu'en fait, il y avait à la fois beaucoup de films, comme toujours, il y en a certains qu'on ne trouve pas. Et puis, il fallait que ça raconte quelque chose, il fallait que ça soit un peu varié. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on a pu faire de mieux. C'est sûrement imparfait. Je m'excuse pour tous les films qui sont pas. En regardant tous ces films, ça puisse transformer votre vision du monde, parce que je crois qu'on est quand même dans un moment historique où la philosophie aujourd'hui s'empare d'une question qui est très très politique, qui est celle de notre relation à l'animal. Et pour ça, je suis ravie d'avoir invité Camille Brunel, qui a accepté avec plaisir. Je suis ravie d'être là. Tout simplement sur France Culture. Je vais être honnête, c'est comme ça que j'ai découvert, grâce à un podcast sur le cinéma des animaux, que j'ai trouvé tout à fait passionnant et que j'étais ravie qu'il accepte pour dérouler avec nous pendant cette grande heure et suivi d'un échange cette question. Partager l'écran, partager le monde. Voilà, donc Camille, je te laisse. Comment je t'appelle? Moi qui suis ces associations, on a tellement ras-le-bol de voir que je suis la directrice de la salle de cinéma de l'Institut d'Image. Donc voilà, en charge de la... Sabine Putorti. Sabine Putorti, pardon. Oui, pardon, je ne pensais pas que c'était... Mais c'est important. Dans cette salle, et voilà, je m'occupe avec toute l'équipe de l'Institut d'Image de proposer cette programmation, voilà, depuis presque 20 ans, donc c'est pour ça que j'ai osé ne plus présenter. Voilà. Ouais. Et donc moi je suis Camille Brunel, je suis l'auteur d'un bouquin qui s'appelle Le cinéma des animaux et dans lequel j'analyse la représentation des animaux depuis les origines et surtout ce que ça raconte de notre rapport à eux, à la fois dans ce que montrent les films et dans la façon dont les films sont faits. Parce que les animaux, ils font pas la différence entre le moment où la caméra tourne et le moment où elle est éteinte. Et donc souvent, ils se jouent des choses très différentes entre un moment et l'autre. Voilà. Alors on commence sur des chevaux. Tiens, si tu peux nous remettre les Jéricho. Alors la première raison, c'est qu'il va falloir que je cravache. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. La deuxième raison, c'est que le cinéma commence un petit peu ici. Puisque au début des années 1870, vous avez un médecin français qui s'appelle Étienne Marey, qui s'intéressait à la démarche des animaux, qui a affirmé que le Jéricho et tous ceux qui l'avaient imité avaient représenté les chevaux n'importe comment. Qu'à aucun moment, un cheval au galop n'avait les quatre fers en l'air comme ça. Là, on a l'impression que c'est le tapis volant d'Aladin, quoi. Ils sont en lévitation. Mais c'était la représentation normale, quoi. Et donc, 1870, quelqu'un dit que c'est faux, évidemment, ça passe mal. Et vous avez un bricoleur britannique qui avait immigré en Californie, qui s'appelle Edward Muybridge, qui a mis au point une technique pour vérifier ce que disait Marey. Est-ce que les quatre fers du cheval décollent ou pas? Et donc, ce qu'a fait Marey, c'est ce qu'a fait Muybridge, il a mis une dizaine ou une vingtaine d'appareils photo comme ça, les uns à côté des autres, avec des cordes. Et à chaque fois qu'on appuyait sur une corde, ça déclenchait l'appareil. Et donc il a fait galoper un cheval comme ça, et ça a déclenché les appareils l'un après l'autre. Donc cette technologie-là, on est en 1878 à ce moment-là. Tiens, Jean-Eudes, tu peux nous mettre le GIF de Muybridge si tu veux. Cette technologie-là, c'est pas encore du cinéma. C'est un GIF si vous voulez, c'est une image en boucle. Et c'est pas encore du cinéma puisque l'image est obtenue avec plusieurs caméras. Donc on est en 1878, les frères Lumière c'est 1895, c'est encore un peu après. Et donc Muybridge obtient ça et on voit que effectivement les quatre fers du cheval décollent à un même moment. Il y a un moment où il touche plus le sol, mais c'est quand les pattes se referment comme ça à l'intérieur. Voilà. Les jambes, pardon, on parle d'un cheval, toutes mes excuses. Les jambes du cheval, évidemment, se replient au milieu. Je disais pattes ici au sens où je pourrais dire mes pattes à moi.
Voilà, et donc par la suite, donc Muybridge a appelé sa technologie le zoopraxiscope, littéralement la machine à regarder la démarche des animaux. Et il en a filmé d'autres comme ça, d'autres animaux en train de courir. Alors c'est l'extrait juste après, Jean-Eudes. Et donc on va regarder ces silhouettes d'animaux. Et ce qui est beau ici, c'est que donc on est dans ce qu'on appelle le proto-cinéma, la première chose qu'on filme, c'est des animaux, pas des humains. Ça rappelle un peu Lascaux quand même, où on dessinait beaucoup d'animaux. Et ce qui est beau aussi avec ces images de Muybridge, c'est qu'on a l'impression de voir les peintures de Lascaux animées, parce que c'est des silhouettes. On voit pas l'œil de l'animal, et c'est de profil. Voilà, donc toujours la même technologie, vous voyez, on voit les numéros des appareils photo en bas de l'image. Et donc l'idée, c'était de les voir, de voir leur démarche en mouvement. C'était la première fois qu'on voyait des animaux en mouvement. Voilà, donc merci Jean-Eudes. Par la suite, Marais, lui, il a perfectionné cette technologie-là et il a trouvé un moyen de filmer le mouvement des animaux, mais avec une seule caméra qu'on déclenchait plusieurs fois très très vite. Et c'est ça le fusil photographique, ce qu'on a appelé la chronophotographie. Donc ça vient un tout petit peu après et c'est Marais. Il y avait un homme derrière la chèvre, ouais, pour la faire avancer. Ouais. Marais, lui, il s'intéressait à la démarche des animaux en incluant les humains dans les animaux de toute façon. Mais Muybridge, lui, il a commencé par le cheval. Alors, ce que disait Marais, c'est que il parlait d'animaux machines. Alors, il parlait pas d'animaux machines au sens où Descartes l'entend. Il reconnaissait quand même une forme d'intériorité aux animaux qu'il filmait, mais de toute façon, cette intériorité, elle est complètement hors de portée pour les caméras de l'époque, pour les appareils photo de l'époque. Ce qu'on voit, c'est une silhouette qui bouge, mais ce que pense l'animal, c'est encore très très loin. On commence, et en fait, ça va être ça vraiment le fil rouge de ma petite conférence aujourd'hui, c'est que la technologie nous a permis de nous rapprocher des animaux. Et parce qu'on a pu se rapprocher d'eux, grâce à l'évolution des outils, on a pu se rapprocher aussi de ce qu'il y avait dans leur tête. C'est-à-dire qu'un animal, tant que vous pouvez le voir comme avant le cinéma, c'est-à-dire la nuit vous le voyez pas, ou alors vous voyez juste une ombre, et vous ne connaissez que ceux qui sont près de vous, les animaux que vous voyez pas, vous ignorez à la fois ce qu'ils vivent la journée, vous ignorez ce qui leur arrive, vous ignorez qui ils sont, vous ignorez surtout ce qui leur passe par la tête. Pour deviner ou supposer qu'il peut passer quelque chose par la tête d'un animal, il faut au minimum voir ses yeux, ou le regarder dans les yeux. Donc ça, avec les chats et les chiens, c'est très facile, mais avec tous les autres... Et c'est comme ça que des animaux nocturnes se sont retrouvés des suppôts de Satan, parce qu'on ne voyait pas ce qui leur arrivait. Et c'est comme ça aussi que la technologie et le cinéma, a fortiori, nous ont permis de nous rapprocher de l'intériorité des animaux, parce qu'on a pu se rapprocher de leurs yeux. Et du fait, voilà. Alors le film qu'on va regarder tout à l'heure, La Fête sauvage, j'y viendrai tout à l'heure, on a commencé à ralentir le mouvement des animaux. C'est un film sur le ralenti. Donc c'est déjà plus des ombres furtives ou des choses furtives. Et puis ensuite, avec le documentaire contemporain, les téléobjectifs, on peut voir vraiment de près les animaux. Et là, l'idée qu'il y ait une pensée chez eux est beaucoup plus crédible. Mais je vais parler des trois manières qu'on a eues, en tout cas, de filmer des animaux. 3 méthodes. Il n'y en a pas d'autres. La première, c'est Muybridge. C'est la plus répandue. On fait venir l'animal devant la caméra. On fait venir l'animal dans le studio. La deuxième consiste à emmener la caméra chez les animaux. Et là, on parlera surtout du documentaire. Et dans un troisième temps, je parlerai des animaux synthétiques. De King Kong à aujourd'hui. Ouais. Un des premiers du coup à amener un maximum d'animaux chez lui pour les filmer comme ça, c'est un réalisateur du nom de Jean Painlevé. Et lui, il s'intéresse beaucoup aux animaux marins parce que pour une raison esthétique, je pense assez simple, c'est que le déplacement sous l'eau se fait en 3D. Donc là, si vous voulez, les vaches, les chevaux, c'est des animaux qui se déplacent cloués au sol, donc en 2D. Comme ça, ou comme ça, mais bon, c'est pas la profondeur de l'écran est pas franchement transcendée. Alors que si vous filmez un animal qui se déplace en 3D, les oiseaux allaient beaucoup trop vite pour les caméras de l'époque. Si vous filmez un animal qui se déplace en 3D, tout d'un coup, on a moins l'impression d'avoir un écran plat devant soi. Et donc, Painlevé filme des pieuvres,
Alors il est connu pour un film qu'il a tourné sur la pieuvre en 1927, qu'il a tourné à nouveau en 1967 avec d'autres caméras en couleur. Mais l'autre chose qu'on peut pas faire avec les caméras à l'époque de Painlevé, donc au tout début du XXe siècle, on est à la fin des années 20, dans les années 30, on peut pas mettre les caméras sous l'eau. Donc les animaux aquatiques restent encore assez largement mystérieux et donc mystiques. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il filme il filme des hippocampes, il les met dans un aquarium. Le souci de ça, c'est que du coup, la caméra, n'étant pas dans l'eau avec les animaux, est séparée d'eux par la vitre de l'aquarium. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vitre-là, qui est nécessaire et indispensable à l'époque, elle joue en quelque sorte une frontière entre lui et les animaux, qui va disparaître ensuite quand on saura mettre la caméra sous l'eau. Et pour l'instant, on est confronté à des formes qui bougent et à des animaux un peu magiques. Jean-Eudes, est-ce que tu peux nous montrer du coup des extraits le tout début, on va regarder 1 minute de l'hippocampe de Jean Painlevé. Tu veux passer le générique, va, 40 secondes direct. L'hippocampe ou cheval marin, dont la taille ne dépasse pas 15 cm sur nos côtes. Un système d'écussons revêt l'animal de nodosité pointue qui contribue à son aspect médiéval. Sa partie supérieure évoque un cheval, sa partie inférieure une chenille. Seul de tous les vertébrés aquatiques, il se tient pour ainsi dire debout. Cette attitude verticale lui est familière et ne va pas sans lui donner une dignité un peu compassée. Il est le seul aussi à posséder, comme le caméléon, une queue prenante qui lui permet de s'enrouler aussi bien autour d'une arc qu'autour du cou d'un congénère, et, pendu par la queue, il n'a pas, comme le singe, victime de la pesanteur, l'inconvénient de se trouver la tête en bas. Voilà, merci. Donc, normalement de couleur brique, vert sombre ou gris foncé. Alors, ce qui est intéressant avec Painlevé, c'est qu'il a été reconnu par les surréalistes avant de l'être par les scientifiques. Pour les scientifiques, le cinéma, pendant très longtemps, c'était pas une méthode d'approche fiable. C'était de l'art, mais c'était pas de la science, et donc on pouvait pas faire de découverte plausible avec une caméra. En revanche, les surréalistes, eux, ont adoré le côté fantomatique comme ça des hippocampes. Donc quand on fait venir des animaux sur un plateau, se pose assez vite la question de la maltraitance. Quand je vous disais tout à l'heure, l'animal, il fait pas la différence entre le moment où la caméra est allumée et le moment où la caméra est éteinte, si bien que ça peut jouer aussi dans le réalisme de la scène. C'est-à-dire qu'au final, un animal qui est sur scène mais qui regarde le fouet plutôt que le personnage peut vous sortir de la fiction. C'est pour ça que je dis souvent que les animaux synthétiques dont je vous parlerai à la fin tout à l'heure sont parfois plus proches du comportement qu'aurait eu un vrai animal dans la situation de l'histoire, dans la situation fictive, qu'un animal sur le plateau qui est en train de surveiller le dresseur. Et alors il y a un exemple assez impressionnant de ça dans un film qui date de 2006 sur les Mayas, qui s'appelle Apocalypto. C'est un film de Mel Gibson, et à un moment donné dans Apocalypto, le personnage tombe sur un jaguar. Et alors regardez bien, on voit assez nettement que le jaguar n'est pas du tout en train de regarder l'acteur qu'il est censé avoir envie de bouffer, mais il est en train de regarder hors champ, c'est-à-dire il est en train de regarder le dresseur. Et ça nuit complètement au réalisme de la scène. Vas-y voir, Jean-Eudes, Apocalypto, ouais. Vous voyez que c'est pas raccord ? Voilà. Donc et puis le problème aussi de ça, c'est que
les animaux, alors les films sont censés respecter une certaine norme de bien-être pour les animaux. La loi Grammont qui interdit de maltraiter des animaux en public en France, elle date de 1850, donc elle préexiste au cinéma. Donc même quand le cinéma a été inventé, on n'avait déjà pas le droit de filmer des animaux en train de souffrir. Et puis aux États-Unis, l'American Humane Association, là, qui a son logo à la fin des génériques très souvent, elle, pareil, elle date de 1877, donc c'est encore avant le cinéma. Mais ça, il faut. Là où je propose de regarder les films un peu différemment, c'est que souvent un film peut dire qu'il n'y a eu aucun souci avec le traitement des animaux officiellement, mais à bien regarder ou à regarder de plus près, il y a parfois un double discours, même dans le cas de certains films qui prétendent parler de cohabitation ou d'amitié. Et alors, il y a un photogramme que je voulais vous montrer, c'est tiré d'un film de Jean-Jacques Hano. Alors Hano, il est connu pour avoir fait l'ours dans les années 80, donc l'ours où on se met vraiment du point de vue d'un ourson, et c'était assez novateur à l'époque. Le personnage principal était un animal, donc un ourson dressé, dont la mère était tuée au début du film et qui est adopté par un grizzly. Donc il y a beaucoup de choses à raconter sur l'ours. En particulier sur l'anthropomorphisme, parce que c'est un film, encore une fois, où on se dit, comme c'est un vrai animal, ça va être assez réaliste, mais en fait, à le regarder aujourd'hui, on remarque que Jean-Jacques Hano a rajouté du son sur l'ourson. Il y a parfois des cris d'enfants, si bien que l'ourson fait un bruit comme s'il était doublé, comme dans un dessin animé, ce qui jure un peu avec le régime de l'image. Et on a découvert par la suite qu'un des ours qui avait joué dedans avait été remis dans un zoo et il avait passé sa vie dans des cages un peu tristes après. Et donc Jean-Jacques Hano a tourné pour la Chine il y a quelques années un film qui s'appelle Le Dernier Loup, sur la façon dont la Chine a réussi à vaincre les meutes de loups. Et donc c'est un film qui vous assure que tous les loups ont été bien traités, et a priori ça marche, mais cette image-là est tirée d'une scène assez longue où le louveteau que vous voyez ici est retenu et attaché à une chaîne. Vous voyez la chaîne qui est attachée à la charrette, et en fait pendant toute la conversation entre les deux personnages, on voit le louveteau essayer de se débattre parce qu'il est étranglé par la chaîne. Et j'ai regardé le film, j'étais assez étonné de voir qu'à la fin, ça nous disait que aucun animal avait été maltraité, puisque la scène a été faite plusieurs fois. Et ce qui se passe quand on regarde des films comme ça, c'est qu'il faut imaginer que l'animal passe la journée sur le tournage. Et alors, ça a pas forcément évolué aujourd'hui, puisque j'ai un ciné-club à Paris, où j'ai reçu il y a pas longtemps le réalisateur d'un film sorti au mois de décembre qui s'appelle Mystère. Le réalisateur s'appelle Denis Imbert, et Mystère raconte l'amitié entre une petite fille et un loup. En gros, elle adopte un chiot, elle pense que c'est un chiot, et en fait c'est un louveteau. Voilà. Et donc le film raconte que la cohabitation entre les humains et les loups est impossible. Et il y a une sorte de morale à la fin comme ça, où après avoir bien profité de la beauté des animaux sauvages, on leur dit non mais c'est bon, retourne avec ta meute. Et donc moi j'avais été un peu surpris de voir que le film finalement racontait une chose, la cohabitation entre l'humain et le loup est impossible, il faut remettre le loup à l'état sauvage, mais en racontait une autre sur son tournage, puisque si on regarde le tournage de Mystère, on voit la petite fille jouer avec le loup. Il n'y a aucun effet spécial dans le film, le loup et les crocs du loup sont à côté de son visage, elle le câline, le loup la connaît. Et surtout, le réalisateur a pas osé dire pendant le débat après le film comment il avait fait le film vraiment, parce qu'il savait que dans la salle il y avait des amoureux des animaux, et il a pas trop osé donner les détails. À la fin du générique, aucun animal n'a été maltraité, tout ce que vous voulez. Bon, voilà. Mais il y a quand même une scène dans Mystère où on voit un loup dévaler une pente comme ça, il y a un troupeau de moutons en bas, c'est une scène qui est censée symboliser une attaque de loup sur les troupeaux, et donc le loup file, c'est un plan large, et plonge dans le troupeau de moutons, et les moutons ne s'enfuient pas. Et donc moi je voulais savoir comment on obtient un plan comme ça, comment on fait pour que les moutons foutent pas le camp alors qu'il y a un loup qui fond sur eux, comment on dresse l'animal pour qu'il descende, enfin quel est le contrat de travail en quelque sorte passé avec l'animal, et il n'a pas voulu me répondre. Parce que dans la salle, voilà, c'était plein d'animalistes. Et donc ensuite, je suis allé lui parler, et il me l'a dit en tête-à-tête après. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attaché le loup, ils lui ont mis un collier, ils ont attaché le collier à un rail.
Et donc le rail a tiré le loup le long de la colline comme ça. Et le rail est ensuite effacé par ordinateur en post-production. Mais voilà, moi j'appelle pas ça de la bientraitance, si vous voulez. Donc il y a toujours un double discours un peu compliqué avec les films où il y a des animaux comme ça. Pareil, séance d'après de ce ciné-club, je passe un film qui s'appelle « Ah bah tiens, Mystère, tiens regardez, on peut regarder la bande-annonce de Mystère ». Donc, voilà. Allez, viens voir ta nouvelle maison. Allez. Moi, t'es beau une princesse. Il s'endort toujours avec la playlist de sa mère. Oui, et elle me parle toujours pas. Arrête, tu sais très bien que c'est pas de ta faute. Tu peux aller voir si tu veux, hein. Ça craint rien. Puis dangereux ici, c'est l'homme. Pas l'animal. Il est mignon, hein. Comment il s'appelle? Mystère. Tiens, c'est un cadeau de la forêt. Reste là, faut pas que mon père te voie. Tu connais les Pokémon? Si ils ont un maître cœur pur, y a aucune raison qu'ils deviennent méchants. Rien. C'est quoi ça? J'ai un chien dans ta chambre. Regarde papa, il est trop mignon. S'il te plaît, on peut le garder. Dis oui. Victoria, elle parle. Bienvenue dans la famille Dutel. Ouais, merci papa. Ah, les mecs connaissent ça. Mystère, dis bonjour. Est-ce qu'il fait des bêtises? Il a déjà mangé mes pantoufles. Il vient d'où? C'est un petit chien de berger. Il a des grosses pattes quand même. Hein. Ah ouais? Quand je regarde Victoria, je vois une petite fille qui va être très heureuse. Parce qu'elle a un super papa. Il y a un loup solitaire qui rôde. Si vous avez des bêtes, vous les mettez à l'abri. Oh non, on n'a pas de bête, nous ici. Mais c'est sûrement pas un chien. Mais si c'est pas un chien, c'est forcément un loup. C'est un prédateur. Il est pas méchant, c'est mon ami. Quand l'homme il est menacé, il se défend. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Allez-y! 20 ans, Mystère! 20 ans! Voilà, merci. Voilà, et donc une ode à la liberté des loups tournée avec des loups apprivoisés, quoi, ce qui est un paradoxe intéressant. Le film d'après du Ciné-Club, c'était un film sur l'amitié entre un homme et son cochon qui s'appelle Pig. Tiens, tu peux nous mettre l'image, Jean-Eudes. Et pareil, le cochon vient d'une ferme d'élevage. Et donc, dans le film, le méchant veut faire du bacon avec le cochon, sauf que une fois que le cochon a eu fini de tourner, la truie s'appelait Brandy. Elle a son nom au générique. La truie est retournée dans l'élevage et il y a eu un article de Variety qui est sorti sur elle qui disait Brandy ne sera la star que d'un seul film. Et c'est évidemment un peu cynique. Et je suis pas sûr que l'article le faisait pour faire de l'humour noir. Dans la programmation, là, vous avez un film australien que je vous conseille de voir qui s'appelle Long Weekend, où le personnage, c'est deux citadins qui sont absolument insupportables avec les animaux, et donc on les voit rouler à un moment donné, on les voit rouler sur un kangourou, on les voit écraser un crabe. Et donc à la fin, le mec le paye très cher, évidemment. Pareil, ils sont pas embêtés à mettre de faux animaux sur le plateau, puisqu'on parle justement d'amener les animaux sur le plateau. Et le film le plus célèbre à s'être fait contre lui-même, c'est Sauver Willy. Sauver Willy, c'est un film qui s'est tellement fait contre les conditions mêmes de son existence que dans la suite, ils n'ont pas pu réutiliser l'orque du premier. Donc c'est un film de 93 sur un enfant qui devient ami avec une orque captive. Le film a été tourné dans un marineland à côté de Mexico, avec une orque qui avait été capturée en Islande et qu'ils ont filmé. Et donc quand on revoit Sauver Willy maintenant, c'est un vrai documentaire sur la détresse des orques en captivité. Et le film a eu un tel succès que partout dans le monde, les gens ont réclamé la libération de l'orque qui avait joué dans le film. Et donc cet orque qui s'appelle non pas Willy mais Keiko en vrai, a été réhabilité d'abord dans l'Oregon et ensuite relâché dans les eaux près de l'Islande où elle avait été capturée pas loin de 20 ans plus tôt. Bon, Keiko est mort assez vite au bout d'un an d'une pneumonie, mais du coup quand ils ont fait Sauver Willy 2, ils ont fait un mélange entre des prises de vue d'orques sauvages qu'ils avaient été filmées en mode documentaire à côté de la Colombie-Britannique et des orques animatroniques, donc des orques synthétiques qui sont assez réalistes aussi. Et tout ça, ça pose la question de l'animal individu, quoi. Comment on interagit avec lui. Et évidemment, l'idée, c'est pas du tout de dire que c'est interdit d'amener des animaux sur le plateau, puisque les animaux, certains d'entre eux sont capables de jouer. Dans la programmation, vous avez Cro-Blanc,
Et le Cro-Blanc de 1991, qui est avec Ethan Hawke dans le premier rôle. Enfin non, c'est pas Ethan Hawke qui a le premier rôle, parce que si vous regardez le Cro-Blanc de Disney, le premier nom à apparaître au générique, c'est le nom de l'animal qui joue Cro-Blanc, qui est un husky qui s'appelle Jed. Et alors, ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que vous avez au début du film, au début de Cro-Blanc, un message qui vous dit, non pas à la fin du générique, vite fait, comme à la fin des Jean-Jacques Hano ou à la fin de Mystère, qui vous dit oui, c'est bon, ils n'ont pas été maltraités, foutez-nous la paix. Au début de Cro-Blanc, vous avez un carton qui indique que aucun animal n'a été maltraité, que c'est de la fiction, que c'est truqué, que voilà. Et à la fin du film, vous avez l'animal qui a joué le loup qui est mis en avant en tant que personne. On a le nom Jed dans le rôle de Cro-Blanc. Et c'est intéressant, c'est pas un hasard parce que ça dit quelque chose de la sincérité du rapport à l'animal sur le plateau et du coup dans le film. Si vous prenez Django Unchained de Quentin Tarantino, qui est le film sur un esclave qui se venge de ses tortionnaires, le film ne rejoue pas sur le plateau. Le film est respectueux vis-à-vis des chevaux et le montre assez vite, puisqu'à la fin des films de Quentin Tarantino, si vous regardez bien, il y a toujours en premier le nom écrit et dirigé par Quentin Tarantino. Et à la fin de Django Unchained, et ça c'est assez étonnant, vous avez tout de suite le logo de l'American Humane Association qui dit « Aucun animal n'a été maltraité sur le tournage ». Pas à la fin du générique, tout de suite après le nom du réalisateur, ce qui montre, alors que les chevaux sont même pas centraux dans le film, mais ça dénote une attention portée à ceux qui sont généralement traités comme des choses, et vous voyez bien comme ça rejoint le propos du film en général. Alors que si vous prenez Mystère, ça traduit un vrai souci de l'animal. Si vous prenez Mystère, les loups qui jouent Mystère, il y en a eu plusieurs. Et ça, je l'ai découvert en rencontrant le réalisateur. Même la com de Gaumont autour du film jouait autour de l'idée que le loup s'appelait Mystère et que la petite fille était devenue avec un loup qui s'appelle Mystère. Sauf que, comme dans beaucoup de films, il y a plusieurs louveteaux qui ont été imprégnés. La petite fille est devenue amie avec toute une portée. Et donc, voilà, il y a plusieurs animaux qui l'ont joué, sauf qu'ils ne sont pas crédités au générique. Évidemment, ça va avec le titre, ça pour le coup. Mystère, c'est une façon juste de brouiller les cartes, quoi, de dire laisse-moi faire ma petite fable et de se détacher un petit peu de la question un peu plus sérieuse de la relation à un animal. Et ça, c'est resté comme ça a été comme ça pendant très longtemps. Il y a eu des exceptions comme Rintintin, par exemple. Rintintin qui a été une star hollywoodienne au début du XXe siècle dans des westerns muets. À la base, Rintintin, c'est un chien unique, un peu comme Keiko Lorque, un peu comme Jed qui joue dans Cro-Blanc. Mais quand Rintintin est mort et qu'il a été enterré au cimetière d'Asnières, là, à côté de Paris, parce que c'était un chien allemand à la base qui avait été récupéré par un soldat américain à côté de Verdun. Quand le vrai Rintintin est mort et qu'on a relancé la série dans les années 50 après, vous avez eu tout un tas d'autres chiens dont on se foutait complètement du nom. Même chose avec Lassie. Lassie, il y a eu une série à peu près au même moment. Et alors Lassie, c'est encore plus drôle. Lassie, ça veut dire jeune femme en écossais. Et donc Lassie, dans la série, c'est censé être une chienne. Mais elle n'était jouée que par des mâles, par plusieurs mâles différents. Parce que les mâles ne perdent pas leur poil au moment de leur chaleur. Donc c'est plus raccord. Et voilà. Et puis vous avez des noms d'animaux comme Cheetah dans Tarzan, Flipper le dauphin, qui étaient on avait l'impression de connaître l'animal, on avait l'impression de connaître une star qui était Flipper ou Cheetah, sauf que Cheetah, dans bien des cas, étaient des chimpanzés qui avaient été kidnappés en milieu naturel, et Flipper, ça a été encore une fois plusieurs dauphins. Ce qui est drôle, c'est que Flipper a reçu on a remis des récompenses aux personnages. Le dauphin Flipper a reçu des récompenses, et jamais les dauphins qu'il jouait. Et vous avez du coup des animaux comme ça qui sont devenus un peu célèbres, mais sans qu'on le découvre après. Par exemple, dans L'homme qui rétrécit, je ne sais pas si vous voyez ce film des années 50 où un homme se retrouve à la taille d'une tête d'épingle et se bat contre une araignée justement avec une épingle. Il y a un chat qui l'attaque à un moment donné. Ce chat est celui qui joue avec Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, mais seulement dans les gros plans. Il s'appelle Orangey et c'était une vraie star dans les années 50-60. Et donc Orangey avait des doublures dans les plans larges, mais c'est lui dans les gros plans. Et là, on voit encore aujourd'hui, si vous prenez le Cheval de guerre, le film de Spielberg de 2011, qui suit le point de vue d'un cheval pendant la Première Guerre mondiale, ce cheval, on le retrouve dans quelques westerns qui ont suivi. Et donc, puisqu'on parle des chevaux ici, c'est le premier animal qui a été filmé par Muybridge, et il y a toujours c'est un des animaux qui ont été le plus filmés, peut-être même encore plus que les chiens et les chats.
Et alors, vous allez avoir dans la programmation un Buster Keaton qui s'appelle Go West. Et alors, ce qu'il faut regarder quand il y a des chevaux à l'écran, c'est la direction de leurs oreilles. Parce que ça en dit beaucoup sur le caractère, enfin sur les émotions du cheval. Quand un cheval, il a les oreilles retournées comme ça, c'est qu'il est pas de bonne humeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on pense pas du tout à lire. Et très souvent, les chevaux, quand ils sont filmés, ils sont là, c'est les montures, où on s'occupe de la scène ou du contexte, etc. Par exemple, dans cette scène-là, Buster Keaton est en train de vouloir faire avancer le cheval ou de le taquiner, mais le fait que le cheval ait les oreilles en arrière ne fait pas partie de la mise en scène. C'est un détail qui montre que le cheval était probablement là depuis des heures et qu'il avait envie de faire autre chose. Très souvent dans les westerns, vous avez des chevaux qui sont attachés avec les oreilles comme ça parce qu'ils ont l'équipe du film devant eux et ça les agace un peu. Et après, il faut pas généraliser parce qu'il y a une image juste après, Jean-Eudes. Ça vient du Convoi des Braves de John Ford. Et bon, quand les chevaux ont les oreilles en arrière, ça peut être aussi parce qu'ils écoutent le cavalier qu'ils ont sur le dos. Dans Go West, le Buster Keaton que vous venez de voir, la relation avec le cheval était peut-être pas la meilleure. En revanche, c'est un film passionnant et il est dans votre programmation parce que pour ce film-là, Buster Keaton est devenu ami avec une vache. Et j'emploie le mot au sens fort, c'est-à-dire qu'il a insisté pour dresser la vache lui-même, pour lui apprendre à jouer lui-même et développer voilà, là c'est le coup du cheval qui écoute le cavalier qui est derrière. Mais tu peux remettre Go West si tu veux. Et donc, Go West, Buster Keaton devient ami avec une vache qui s'appelle Brown Eyes, je crois. Il l'a dressée lui-même pour que la complicité qu'il y avait en dehors du plateau se voit aussi à l'image. Et alors, ce qui est drôle, c'est que la vache de Go West était payée $13 par semaine et quand elle est tombée malade, la production s'est arrêtée. Donc, on est quand même assez loin ici des animaux interchangeables avec le nom dessus. Et alors cette complicité avec les animaux, c'est l'autre moyen, c'est le moyen en tout cas que je vois de continuer d'interagir avec des animaux réels sur le plateau. Et donc vous avez des films qui font très très attention à ça. En 2016, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Gorge Cœur Ventre sur un jeune employé d'abattoir qui emmène son chien à l'abattoir. Et donc en gros, le film raconte comment l'humain se laisse contaminer par la violence du lieu et se met à voir les vaches comme son chien et du coup supporte plus où il est. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réalisatrice a casté un acteur amateur et elle a casté l'acteur et le chien. Elle a recherché quelqu'un qui s'entendait déjà avec son chien, de manière à pas avoir besoin de le dresser, de manière à filmer un chien qui n'était pas en train de jouer. Mais qui était vraiment en train d'obéir, ou de suivre la voie de son maître ou compagnon. Voilà. Vous allez avoir dans la programmation un film qui s'appelle White God, un film hongrois de Cornel Mundruczó qui date de 2014, où il est aussi question de la relation entre les animaux d'abattoir et les chiens, les animaux domestiques, et comment on perçoit les uns et les autres. Dans White God, vous avez une très belle scène où l'héroïne est assise à côté de son chien. En gros, White God raconte comment une petite fille ou une jeune ado essaie de retrouver son chien qu'on a envoyé se faire euthanasier, parce que ça raconte une dystopie où on euthanasie tous les chiens qui ne sont pas de pure race. Et donc, il y a une très belle scène au début où la complicité entre la fille et le chien est opposée à celle d'un homme qui essaie de dresser son chien, qui lui dit debout, donne la patte, assis, couché, machin. Et elle est assise à côté de son chien et lui dit mais moi je te ferai jamais faire ça, on est très bien comme on est. Et puis vous aurez aussi dans la programmation un film qui s'appelle Roar. Vous avez vu l'affiche à l'entrée avec la gueule de lion qui rugit, un film de 1981 qui a été réalisé par le mari de l'époque de Tippi Hedren. Alors Tippi Hedren, c'est les oiseaux d'Hitchcock. C'est la victime à la fois d'Hitchcock et des oiseaux, plus d'Hitchcock que des oiseaux d'ailleurs. Et alors elle, pour le coup, elle adore les animaux, les oiseaux compris. Elle a une réserve en Californie qui s'appelle la Shambhala Preserve. Et dans les années 70, Hitchcock ayant juré de mettre fin à sa carrière, elle se décide à sortir les animaux sauvages, les grands félins du trafic. Il y avait un trafic interétatique monstre, comme vous savez, il y a plus de tigres au Texas aujourd'hui captifs qu'en liberté dans le monde. Et donc, il y avait à l'époque du trafic, et donc Tippi Hedren et son mari se retrouvent avec une sorte de sanctuaire rempli de lionceaux, de jeunes jaguars, de jeunes panthères, de jeunes pumas, une sorte de gros bazar comme ça, et les animaux ont grandi avec eux, et donc ils ont eu l'idée de faire un film avec ces animaux, en se disant, puisqu'ils nous connaissent,
on peut faire un film catastrophe génial où on fera croire qu'ils nous attaquent, mais en fait ça sera nos fauves, quoi. Et alors il faut vraiment voir Roar. C'est un film extraordinaire. Alors ça ressemble à rien. Ils mettent les félins sont crédités au scénario et on peut le croire parce que c'est très très décousu. Et on peut partir du principe que les félins ont beaucoup de qualité, mais n'écrivent pas forcément des scénarios très tenus. C'est censé être un film catastrophe parce que c'était très à la mode au début des années 80. Et alors ça a beaucoup de qualité, Roar, parce que d'un côté ça démontre l'idée que les fauves sont des machines à tuer. Ça démontre l'idée que si on est en face d'un lion, il va forcément vous bouffer. Et ça, c'est une façon de se rapprocher de ce qui lui passe par la tête. Parce qu'à partir du moment où on voit seulement le lion quand il chasse, ou quand il mange de la viande, ou quand il mange des carcasses, machin, on a peur du lion. On dit, si je vois un lion, il va me manger. Or, le lion fait beaucoup d'autres choses dans sa vie, autres que tuer d'autres animaux. Et surtout, associer le lion à ça, c'est en faire une machine à tuer, c'est en faire une machine. Et donc montrer un film où on peut s'approcher d'un lion et montrer que le lion reconnaît un humain et du coup se laisse caresser, le prendre dans ses bras, etc., c'est supposer une intériorité dans le lion. Et Roar montre l'intériorité chez tous ces animaux dont on est persuadé qu'ils vont bouffer tout le monde, sauf qu'ils connaissent le casting. Après, votre chat vous connaît très bien, votre chat sait très bien que vous n'êtes pas sa proie et que vous lui voulez du bien, ça l'empêche pas de vous griffer un peu de temps en temps. Et donc là, comme c'était des lions, le casting a fini avec quelques points de suture. J'ai perdu le fil. Voilà, oui, donc Roar et donc ils ont fait le film dans cette réserve avec leurs animaux et voilà. Et donc ça ressemble. Ah oui, c'est ça. Regardez bien quand vous serez devant le film. Il y a des moments où on voit très bien que les animaux sont en train de jouer et que les humains font semblant d'avoir peur parce qu'ils sont censés vous donner l'impression qu'ils se font sauter dessus par une panthère, sauf que c'est Jojo la panthère qui fréquente depuis 10 ans. Et donc on voit que la panthère est toute folle comme ça, et eux poussent des hurlements et se roulent par terre en faisant semblant de saigner et tout ça, et on voit que les animaux sont très joueurs. Voilà. Alors ça nous amène à l'autre était chez Tippi Hedren. Mais pendant très longtemps, les animaux sauvages, on les a vus aussi quand on allait les filmer chez eux. Le problème, c'est que pour trouver des animaux sauvages, généralement, il faut avoir des pisteurs avec soi. Et pendant très longtemps, les pisteurs, c'était les chasseurs. Et donc, pendant très longtemps, le cinéma où on allait filmer des animaux sauvages, c'était des films où quand on avait trouvé les animaux sauvages, on les shootait avec la caméra et on les shootait avec le fusil aussi. Alors ça commence très vite. Vous avez en 1909 un film absolument insoutenable qui s'appelle La chasse à la panthère. Le réalisateur s'appelle Alfred Machin. C'est un court-métrage, c'est sur YouTube, vous pourrez aller regarder si vous voulez. Ça dure 10 minutes, donc film muet. D'autant plus violent que la détresse de la panthère est muette. Et donc on voit une panthère prise dans un piège, donc elle peut pas sortir du cadre, et on la voit se faire abattre face caméra. Les réalisateurs de King Kong, avant de faire King Kong, en 1927, vont tourner, alors eux, je crois que c'est en Asie du Sud-Est, un film qui s'appelle Chang, A Drama of the Wilderness, en 1927, pardon. Et donc Cooper et Schoedsack, encore une fois, sont du côté des chasseurs, avec les chasseurs. Et donc c'est des films, c'est ce qu'on appelle les snuff movies. Vous savez, les snuff movies sont ces films où on voit des gens mourir, où on documente la mort. Et alors quand on sait que la pellicule, le celluloïd nécessite de la gélatine pour être conçu, il y a des animaux partout, quoi, à l'image, sur le film, partout. Et ce qui est drôle, c'est que par la suite, Cooper et Schoedsack vont à nouveau faire un film de jungle qui sera King Kong, sans animaux réels cette fois-ci. Et là, pour le coup, on n'est pas dans un rapport violent à l'animal. Mais ça, j'y viendrai tout à l'heure avec la question de la technologie. Les films de chasse, voilà. Donc, vous aurez dans la programmation La chasse au lion à l'arc de Jean Rouch, où là, pour le coup, ce sont des lions qu'on suit. Mais encore une fois, Jean Rouch se met dans les pas des chasseurs noirs et fait un travail d'ethnologue, quoi. Mais il n'y avait pas d'autre moyen, en fait, de trouver les lions et de pouvoir les filmer de près, autrement qu'en suivant les chasseurs. Et puis, quelques années avant Jean Rouch, c'est Howard Hawks qui va en Afrique, encore une fois, pour chasser. Le film s'appelle Atari. Et c'est cette fois-ci John Wayne qu'on voit dans le film tirer une balle dans la tête d'un éléphant. Et c'est pas des effets spéciaux. Et c'est un plan large, puisqu'évidemment, le but du jeu, c'est de montrer que John Wayne est vraiment face à un éléphant.
Voilà. Après, il y a quand même une exception à ça, et c'est un film qui date de 1956. Et je vais vous montrer le début de la bande-annonce. Le film s'appelle La Dernière Chasse. Donc 1956, c'est l'âge d'or du western. Donc vous imaginez bien que des scènes de chasse au bison, il y en avait déjà eu à l'appel chez John Ford et chez les autres. Et donc ici, vous avez Richard Brooks qui raconte à l'inverse l'histoire d'un chasseur qui devient complètement écœuré du massacre des bisons. Alors je vais vous montrer le début de la bande-annonce et puis ensuite je vous montrerai à quoi ressemble le film. Vas-y, le début de la bande-annonce, voilà. Donc ils mettent en avant le fait qu'on va tourner dans le Dakota du Sud, chez les bisons. Donc dans des conditions documentaires. The American buffalo once roamed the western plains by the million, till it came into the gun sights of the men who hunted it for profit. The story of these pioneer hunters is told through the strange partnership of two men. Strong, savage Charlie Gilson, played by Robert Taylor. Strong, gentle Sandy McKenzie, played by Stuart Granger. I changed my mind, mister. You want to go slaughtering buffalo, you go ahead. Me, I want to get the stink of them out of my insides. I'm fed up on killing. Voilà, je supporte plus de tuer, j'en ai marre de tuer. Killing one kind or another. Ain't nothing wrong with that. Killing's natural. Et lui dit, mais tuer c'est naturel. Et il dit, pas pour moi. Et ça, c'est une réplique que vous entendrez beaucoup, notamment dans White God, par exemple. Full of excitement and danger. In brilliant Eastman color, photographed at great risk in its actual locale, the Black Hills of South Dakota. Voilà, merci. Et alors, on va regarder ici, du coup, une scène de chasse, le moment où le personnage devient écœuré, et on est dans les années 50, ce sont des animaux sauvages, donc les questions de bien-être animal, comme vous savez, sont pas les mêmes qu'avec les animaux domestiques, et donc on voit des animaux se faire abattre. Vas-y, voir. Alors ça, c'est la fin de la bande-annonce. C'est pas l'extrait d'après ? Enfin bon. Non, mais c'est pas grave, laisse tomber, laisse tomber. De toute façon, c'est surtout un extrait où on voit du coup dans le film des bisons se faire tirer dessus et se recroqueviller et tomber, et ça arrive des dizaines de fois. C'est-à-dire que pour montrer que tuer dégoûte le personnage, on tue vraiment des animaux sur le tournage. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le hiatus entre ce que raconte le film et comment il est fait. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est bon. C'est bon. Ce qui est intéressant, c'est que 1956, donc l'année de La Dernière Chasse, c'est pas n'importe quelle année. C'est l'année où Jacques-Yves Cousteau remporte la Palme d'Or pour Le Monde du Silence. Alors, Le Monde du Silence, c'est très célèbre parce que c'était la première fois qu'on faisait ce que Painlevé ne pouvait pas faire, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on met des caméras sous l'eau. Et donc, émerveillement absolu. Les critiques de Cannes de l'époque se posent même pas la question de la qualité du film. C'est, je crois, comment il s'appelle, Hervé Bazin, qui écrit « Ça a pas de sens de critiquer le film, on ferait aussi bien de critiquer Dieu ». C'est-à-dire que pour lui, il a l'impression qu'il n'y a pas de mise en scène et que tout ce qu'il y a à regarder dans Le Monde du Silence, c'est la forme des animaux et que le film est beau parce que les animaux sont beaux. Voilà. Sauf que le film est quand même assez chargé disons idéologiquement, puisque c'est quand même l'histoire d'une invasion. Ça raconte comment des humains investissent le monde du silence. Le film est à la gloire de l'équipage de la Calypso qui arrive à aller sous l'eau et à filmer. Et donc on voit beaucoup les hommes, on voit beaucoup leurs machines, on voit beaucoup les espèces de scooters des mers, on les voit monter sur des tortues, on les voit se faire sauter des coraux à la dynamite, mais on voit aussi notamment, faut pas oublier que le film s'appelle Le Monde du Silence, parce que Jacques-Yves Cousteau pensait, la science était balbutiante de ce point de vue-là, que les animaux sous-marins ne communiquaient pas. Baleine, c'est assez compris. La découverte du sonar chez le cachalot, c'est 1948. C'est-à-dire qu'on a découvert le sonar, on a réussi à fabriquer le sonar avec les sous-marins avant de se rendre compte que les cachalots l'avaient depuis 30 millions d'années.
Et c'est justement parce qu'on a mis un sonar dans les sous-marins qu'on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, qu'est-ce que c'est que ces bruits qu'on entend, et qu'on a compris. Et donc c'est juste après la Seconde Guerre mondiale qu'on s'est rendu compte que ça venait des cachalots. Mais Cousteau, lui, quand il fait Le Monde du Silence, il a pas lu les journaux, je sais pas. Et donc il y a une très longue scène assez insoutenable dans Le Monde du Silence, dont on parle assez peu parce que Cousteau c'est quand même une figure très positive en France. Mais il y a dans Le Monde du Silence une scène de chasse. Pas truqué du tout, où en gros il y a un clan de cachalots, donc on sait que aujourd'hui que les cachalots vivent en famille matriarcale, où c'est généralement surtout des femelles et des petits mâles, et donc la Calypso poursuit des cachalots pour les filmer évidemment, et évidemment qu'est-ce qui se passe quand on course des cachalots, au bout d'un moment il y en a un qui se prend les hélices, c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on regarde des cétacés il faut éteindre les moteurs et rester autour. Et dans Le Monde du Silence, vous avez une longue scène où les requins viennent manger le cachalot, qui est un bébé cachalot, donc on sait qu'il y a sa famille autour. Les requins viennent manger le cachalot blessé. L'équipage de la Calypso tire sur les requins, fait un massacre de requins, et à la fin, ils achèvent le bébé cachalot. C'est un massacre assez insoutenable. Et donc, ça date de 1956. Donc, d'un moment où la chasse aux requins n'est pas questionnée du tout. Pas plus que le fait de tirer une balle dans la tête d'un bébé cachalot pour l'euthanasier, entre guillemets. Et alors, ce qui est fou avec 1956, c'est que c'est aussi l'année où John Huston va tourner Moby Dick. Et c'est pas l'année où il le tourne, c'est l'année où il sort, c'est l'année de sortie de Moby Dick. Donc on peut imaginer que Cousteau et John Huston tournaient leur film en même temps. Et évidemment en 1956, la pêche baleinière n'était pas abolie du tout. Et donc dans le Moby Dick de John Huston, vous avez des scènes de chasse baleinière qui ont été tournées dans des conditions documentaires autour des îles Canaries. Et sauf que Moby Dick, c'est quand même pas n'importe quelle histoire, c'est l'histoire d'un chasseur qui perd. C'est une façon de rendre un peu sa dignité à l'animal, dire on en a tué beaucoup mais lui il a survécu, et donc Moby Dick raconte ça. Et c'est pas fini, 56 c'est l'année où Romain Gary a le prix Goncourt pour un roman qui s'appelle Les Racines du ciel. Et Les Racines du ciel, ça raconte quoi? Des chasseurs qui se prennent des claques et un militant animaliste qui décide de les punir, de punir ceux qui pourchassent les éléphants. Ce qui est drôle, c'est que Les Racines du ciel seront adaptés quelques années après par qui? John Huston. C'est-à-dire que John Huston il tourne African Queen d'abord en 56, un peu avant 56, tourne African Queen où c'est un vieux chasseur, où on raconte que John Huston allait chasser, mais en fait on n'a jamais la trace de John Huston, vrai chasseur. On ne sait pas s'il a vraiment tué des animaux, c'est plus une légende qu'autre chose. Ensuite il fait Moby Dick, où c'est l'histoire d'un chasseur qui range plutôt les armes, ou en tout cas qui perd devant l'animal. Et ensuite, fin de la trajectoire de John Huston, Les Racines du ciel, où là pour le coup les chasseurs sont les méchants. Voilà. Donc pour en revenir au Monde du silence, ce qui était précieux avec ce film là, c'est qu'on allait filmer ce qu'on ne pouvait pas voir avant. Donc on ne peut pas entièrement jeter le bébé avec l'eau du bain, même si le bébé fait du mal aux autres animaux du bain, puisque Cousteau nous a permis de nous rapprocher des animaux sous-marins et donc de voir ce qui se passait dans leur tête. Ah, 56, non, pas du tout. Ma mère avait 1 an. Le contexte est différent, mais je suis d'accord, et c'est souvent la défense qu'on a tendance à faire à Cousteau. Mais ce que je montrais avec Romain Gary et John Huston, c'est qu'il y avait déjà à l'époque d'autres voix. Voilà. Donc filmer ce que les humains ne voient pas, c'est Cousteau qui va filmer sous l'eau, c'est Muybridge qui filme les chevaux avec son zoopraxiscope pour qu'on voit si les sabots décollent. Et c'est Frédéric Rossif, qu'on verra tout à l'heure, avec La Fête sauvage, qui lui met le ralenti au point. En fait, le ralenti, c'est quelque chose qui apparaît assez tard au cinéma. Le premier ralenti dans la fiction, enfin le premier vrai ralenti délibéré mis en scène, c'est à la fin de Bonnie and Clyde d'Arthur Penn en 67, quand Bonnie and Clyde se font fusiller à la fin par la police. Il meurt au ralenti. C'était la première fois. Et du coup, il n'y avait jamais eu de ralenti dans les documentaires animaliers. Évidemment, c'est ce qu'il fallait. Et donc, ce qui est hyper intéressant avec La Fête sauvage, c'est que de voir l'animal au ralenti, ça détache l'animal de ce qu'il veut faire. On regarde, on le perçoit différemment parce que il est détaché de la raison pour laquelle il bouge.
Donc on n'est plus en train de se dire ce loup est en train de chasser, c'est un prédateur, il veut bouffer, machine à tuer, un peu comme dans Roar. On voit plus comment il pose sa patte, donc on est plus près encore une fois de sa tête. Comment il esquive un arbre, comment il plonge. On est plus près de lui du fait de la dilatation du temps comme ça. Mais dans la fête sauvage, alors je referai une petite présentation tout à l'heure, mais le problème de la fête sauvage à l'époque, enfin le problème technologique, c'est qu'on était obligé de filmer de très loin. Et ce qui se passe quand on filme des animaux de très loin, si on veut pas que les animaux soient tout petits à l'écran, il faut avoir une courte focale pour se rapprocher, pour avoir un plan large comme ça, mais pour être tout près d'eux. Et ce qui se passe, c'est que c'est aplati, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur. C'est-à-dire que comme tout ce qui est loin et un peu rapproché comme ça, vous avez l'hippopotame qui est net, mais ce qui est derrière qui est net aussi, ce qui est devant qui est net aussi, c'est tout pareil. Donc on a un peu l'impression d'une image en 2D qui bouge comme ça. Et ça a évolué, et c'est une des grandes évolutions technologiques des derniers documentaires, c'est qu'on a des téléobjectifs qui nous permettent d'avoir des animaux en 3D, où on est loin, mais même en étant loin, on arrive à avoir de la profondeur de champ. On arrive à faire le point sur seulement 10 cm de guépard, avec le truc qui est flou derrière, flou devant, et le guépard qui est parfaitement net. Du coup, est-ce qu'on pourrait regarder... alors, la fête sauvage, vous pourrez le regarder tout à l'heure en entier. Est-ce qu'on peut regarder la bande-annonce de The Hunt, s'il te plaît? Prédateur. Ça, c'est une série BBC qui est sortie il y a quelques années. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la netteté, l'opposition entre l'animal qui est parfaitement net et ce qui est flou derrière. Dans la fête sauvage, vous n'avez pas ça du tout, tout est à plat. Voilà, vous voyez, il le montre vraiment dans la bande-annonce parce que c'est un des grands enjeux de ce documentaire-là. Bon voilà, merci. Après, c'est une pub pour le bouquin, en fait. Voilà. Et évidemment, ce qui s'est passé aussi dans les années 2010, comme vous savez, en 2010, Avatar est sorti en 3D et du coup, après, tout le monde a voulu tout faire en 3D, mais surtout parce que le réalisateur d'Avatar, James Cameron, avait mis au point des caméras qui permettaient de filmer en 3D avec plus de liberté. C'est-à-dire qu'avant, pour filmer en 3D, il fallait un matos gros comme la table, 2 caméras l'une à côté de l'autre, et donc il a réussi à miniaturiser tout ça un peu. Et la première chose qu'on a faite, ça a été d'aller filmer des animaux en 3D. Documentaire animalier, il y a eu un film qui a été tourné avec les caméras d'Avatar, de James Cameron, qui est un film qui est passé sous les radars un peu, alors qui est magnifique. Ça date de 2014, ça s'appelle Terre des ours. Et donc ils sont allés filmer des ours au Kamtchatka en 3D. Et alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, il faut pas que les animaux se déplacent trop, parce que sinon ils sortent de l'endroit où on fait le point. Dans les documentaires sur les ours, il y a toujours un moment où on voit les oursons faire les guignols. C'est un passage obligé du genre. Mais là, vous voyez, dans le film, ils étaient toujours à peu près au même endroit, à l'exception d'une scène de charge comme ça. Les animaux sont au même endroit de la profondeur, parce que quand on fait un film en 3D, la focale est réglée de telle manière qu'il n'y a qu'un seul endroit qui va être net. Et donc, si les animaux font ça, ça marche pas. Et c'est ça qui était difficile avec le fait de filmer des animaux sauvages, c'est qu'il fallait trouver des animaux qui bougent pas trop vite, pour qu'ils restent au même endroit, quoi. Que la profondeur fonctionne. Alors, voilà pour l'épaisseur des animaux, pour la façon dont le cinéma leur a donné peu à peu de la chair, quoi. Alors que jusque-là, ils avaient été des images, que ce soit les images de Muybridge ou les images de la fête sauvage, c'était plutôt à plat. Là, ils s'épaississent un peu. Ils s'incarnent.
Et l'autre chose que les caméras nous ont apporté, ça a été de voir la nuit. Donc tout ça c'est très récent, hein. Ça va avec l'évolution des caméras numériques, puisque tant qu'il fallait filmer avec de la pellicule, filmer la nuit ou filmer des couleurs qu'on peut pas voir, c'était très rare. Donc vous verrez dans la fête sauvage tout à l'heure, à un moment donné, Frédéric Rossif a envie de vous donner l'impression que vous voyez un tigre chasser de nuit. Sauf que c'est une nuit américaine. C'est-à-dire que la scène de chasse a été filmée 2 jours et il rajoute un filtre bleu dessus pour donner l'impression que ça se passe la nuit. Donc du coup c'est magnifique. Ça a un côté Andy Warhol, quoi, un tigre bleu en train de chasser une antilope bleue, mais on ne croit pas un instant que ça a été tourné de nuit. Les nouvelles caméras, en revanche, ultra sensibles, permettent de le faire et du coup permettent de voir, de connaître les animaux et de connaître ce qu'ils font la nuit. Et donc vous avez une série qui est sortie, je parle beaucoup de la BBC, donc c'est cette chaîne anglaise qui a lancé des documentaires. Juste après, à la fin des années 70, ils ont commencé à produire des documentaires à gros budget qui étaient extrêmement exigeants. Et donc vous avez eu David Attenborough qui est maintenant un très vieil homme qui a produit des centaines et des centaines de documentaires comme ça animaliers. Maintenant ils les font pour Netflix et vous en avez un qui s'appelle La Terre la nuit. Donc c'est 5 ou 6 épisodes comme ça d'animaux filmés la nuit avec des caméras ultra puissantes. Alors ils trichent de 2 manières. La première manière c'est qu'ils n'ont tourné que les nuits de pleine lune parce qu'on va pas se faire du mal non plus. Et la deuxième manière c'est qu'ils ont filmé avec des caméras infrarouges. Et ils ont retouché l'image ensuite pour enlever, parce que quand on regarde en caméra infrarouge, souvent ça fait du rose ou du rouge, du violet, enfin c'est un peu moche. Donc ils ont retouché l'image ensuite par ordinateur pour que ça soit des images blanches, que ça soit un peu plus crédible. Alors vas-y, La Terre la nuit, donc ça date de 2020, c'est tout récent. Nous avons toujours été étrangers à la nuit. Son univers est fait de bruits angoissants et de terreurs fantasmées. Mais à présent, grâce à des technologies inédites, nous pouvons lever le voile des ténèbres. Aux 4 coins du monde, les animaux les plus emblématiques de la planète se révèlent sous une toute nouvelle lumière. Décline, de nouveaux mondes s'éveillent. Voilà. Et donc vous voyez, ça contribue à faire tomber un peu le mythe des animaux et à les rapprocher de nous. Ça aussi c'est fondamental dans le fait de faire tomber la frontière un peu arbitraire qu'il y a entre nous et les autres espèces. C'est que nous, humains, on se connaît bien et les autres espèces, on les imagine, on les fantasme. Et donc plus on les filme et plus on les connaît, moins on en a peur et plus on se rapproche et moins l'idée qu'on soit les mêmes ou de la même matière, en tout cas, est crédible et acceptable. Et donc l'autre façon de se rapprocher des animaux avec le cinéma aussi, ça a été de montrer ce qu'ils voient et que nous ne voyons pas, en particulier les couleurs. Et donc nouveau documentaire Netflix 2021 sorti juste après celui-là, consacré aux couleurs chez les animaux. Et on peut regarder la bande-annonce qui est très belle aussi et où on voit comment ils ont utilisé les caméras pour révéler. Vous savez quand vous regardez une fleur blanche, en fait l'abeille elle voit tout un tas de couleurs que vous voyez pas. Donc Animals can use color voilà. for all kinds Je finirai ma phrase of de là. reasons. Whether to win a mate, or beat a rival, to warn off an enemy, or to hide from one. To understand how these colors work, the new cameras developed especially for this series. Now we can. We will reveal a world that has long been hidden from our eyes. Colors so bold and brilliant, they dazzle our senses.
Voilà. Et donc ce que je voulais dire, c'est que on a longtemps eu tendance à parler des animaux en termes négatifs, à dire les chats ne peuvent pas voir le rouge, les chiens ou tels animaux voient le monde seulement en noir et blanc. Et du coup, on commence à en parler en termes positifs. Ils peuvent voir l'infrarouge, ils peuvent voir l'ultraviolet, ce que nous ne pouvons pas. Voilà. Et donc, ce qui se passe avec tout ça, c'est que voilà, on se rapproche des animaux semblables à nous, c'est-à-dire des animaux qui sont plus seulement des espèces de masse indistinctes comme ça, d'organismes différents d'une autre, mais des personnes, des individus. Et donc ça aussi, le cinéma a joué un rôle fondamental dans la révélation de l'individu animal, avec un film qui date de 1966 notamment, qui s'appelle Coco, le gorille qui parle. Donc ça, c'est un gorille à qui une primatologue avait appris le langage des signes. Le film est de Barbet Schroeter et date de 1976. 1976, c'est comme 1956, c'est une année magique, c'est une année charnière. 1976, c'est l'année de la fête sauvage. C'est l'année de Coco le gorille, c'est l'année de la libération animale de Peter Singer, où on commence justement à parler de la dimension arbitraire de notre rapport aux animaux. Et donc là, je veux juste vous montrer les quelques secondes où on voit Penny Patterson sortir sa caméra. Vas-y, voir. Deux fois par mois, la vie de Coco est filmée en vidéo. 2 fois par semaine, enregistrée au magnétophone. 2, 25, 77. 4 o'clock to 5 o'clock dinner time scoring. Coco, are you hungry? What would you like to eat? This, lettuce, happy? Makes you happy. Good. Voilà, merci. Donc là, j'avais pas les sous-titres, mais le film sous-titre ce que dit le gorille en langage des signes, ce que dit Coco. Coco qui est morte d'ailleurs il y a pas longtemps, très âgée, il y a 2-3 ans. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est le fait que ce soit une petite caméra de famille, quoi, de film de famille qui servent à filmer Coco. Et alors, ce qui est drôle, c'est que évidemment, on croit ce qu'on voit. Donc, la caméra est importante puisqu'on aura moins de mal à croire qu'un gorille est capable de se maquiller en se regardant dans le miroir s'il a été filmé que si on vous le dit. Ce que montre le film. Et ce qui est drôle, c'est que vous avez dans la programmation aussi un autre film qui a été tourné avec un caméscope de famille comme ça. C'est Grizzly Man. Grizzly Man, c'est un homme un peu spécial qui s'appelle Timothy Treadwell. Et je veux pas dire qu'il est fou parce que justement, je pense qu'il est pas fou, ou pas fou au sens où on l'entend. Il est pas fou parce qu'il a quand même réussi à survivre pendant 13 ans, 13 étés de suite, au milieu des grizzlies. Je pense que s'il avait été fou, il se serait fait bouffer au bout d'1 heure. Il a tenu 13 ans et chaque année, il se filmait lui-même au milieu des grizzlies. Avec donc voilà un petit caméscope, je vais voir mes potes les grizzlies. Si ça avait été tourné aujourd'hui, il l'aurait fait avec son téléphone et il l'aurait envoyé en live sur Instagram. Et manque de chance, en 2003, il y allait avec sa compagne et ça a changé la donne. Ils se sont fait manger pendant que le caméscope tournait. Et donc vous avez un cinéaste très humaniste, mais au sens pro-humain, pro-intelligence humaine, pro-domination en tout cas de celle-ci, c'est Werner Herzog. Werner Herzog, lui, il admire l'esprit humain, il admire les créations humaines, il aime mettre l'humain face à la nature, mais quand même pour glorifier la pensée humaine. Et du coup, pour lui, Treadwell est un fou furieux qui a transgressé une loi de la nature et qui l'a payé de sa vie. Et il ne dit pas à aucun moment, Herzog, comment Treadwell a pu survivre pendant 13 ans quand même. Sauf que le film que vous pourrez voir dans la programmation, Grizzly Man, est constitué en très grande partie des vidéos qu'a tourné Treadwell lui-même avec son caméscope. Et donc on le voit communiquer avec des renards, communiquer avec des ours. Alors les ours, il parle le langage des ours, donc il se fait gros, quoi, il hurle. Mais et voilà, on a eu encore un peu comme chez Coco, un petit caméscope familial qui sert à montrer une relation comme ça entre individus, qui est plus seulement une relation de scientifique. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que le documentaire évolue dans ce sens-là. On n'est plus seulement en train de regarder les animaux comme des machines, et on peut, encore une fois, grâce à la technologie qui permet de distinguer les individus entre eux,
on peut suivre des individus, ce qui était très difficile dans les documentaires avant, parce qu'aller faire une différence entre une panthère et une autre panthère quand vous êtes obligé de les voir à 1 kilomètre avec vos jumelles. Maintenant qu'on a des téléobjectifs, maintenant qu'on peut marquer, il y a des technologies qui permettent de... Déjà, on a les drones aujourd'hui qui permettent de filmer par au-dessus, et si vous avez une colonie de suricates, maintenant on sait que les suricates se reconnaissent entre eux, parce qu'il y a eu un système de marquage infrarouge comme ça qui nous a permis de savoir qui allait vers qui comme ça, et donc de les regarder par au-dessus et de distinguer les interactions entre elles. Alors que quand on était de loin et au sol, on voyait absolument rien, on voyait juste une sorte de masse grouillante d'animaux, donc on ne pouvait pas imaginer que ces animaux avaient des relations sociales. Maintenant, on peut le voir, on peut le montrer, et du coup, les documentaires suivent le mouvement, et donc vous avez des documentaires qui s'attachent à des individus. La fête sauvage que vous allez regarder, 76, c'est pas des individus, c'est des images. Voilà. C'est la fête sauvage, c'est le dernier chef-d'œuvre d'un mouvement qui avait commencé dans les grottes de Lascaux. Après, on se rapproche des animaux. Donc, dans la fête sauvage, c'est des animaux sauvages qu'on connaît pas. Et maintenant, on s'intéresse aux familles beaucoup. Donc, la BBC, alors j'avais préparé la bande-annonce, mais on va peut-être pas avoir le temps, a lancé une série qui s'appelle Dynasty, où ils suivent des lycaons, des tigres, des manchots, des chimpanzés, bien sûr, et puis une 5e espèce que j'ai oubliée. Et ils ont commencé le documentaire en disant, on ne sait pas comment ça va finir. Parce qu'on suit ces individus-là, et on ne sait pas ce qu'on va pouvoir montrer. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer leur vie, ce qui leur arrive dans leur vie. C'est-à-dire de suggérer l'existence d'une biographie chez les animaux. Et alors ça, c'est très nouveau aussi. Parce que l'idée d'une biographie des animaux, c'est l'idée qu'ils sont pas les mêmes tout le temps. Ils sont pas les mêmes quand ils sont jeunes et quand ils sont vieux. Ils sont pas les mêmes du coup aussi en fonction du milieu, en fonction de ce qui leur arrive. Et ça c'est très nouveau parce que les documentaires, alors on va compter les grottes de Lascaux comme un documentaire, d'accord ? Donc de Lascaux à la fête sauvage, les documentaires présentent les animaux de toute éternité, comme si c'était toujours les mêmes, comme s'ils étaient éternels. Et on commence à admettre qu'ils changent en fonction de ce qui leur arrive. Et alors ça, donc Disney le montre en faisant Dynasty, la BBC le montre... la BBC le montre en faisant Dynasty, Disney le montre avec des documentaires qui s'appellent sur les dauphins et sur les éléphants. Il y a un documentaire Disney qui s'appelle juste Éléphant, qui est fabuleux, où on suit un clan d'éléphants dans sa migration à travers le désert. Et on voit, ils expliquent que les éléphants se reconnaissent en se mettant la langue, la trompe dans la mâchoire. Ils se disent bonjour en se touchant les molaires, quoi, de leur vivant. Et du coup, le film montre que quand les éléphants voient un crâne et qu'ils touchent les molaires du crâne, ils reconnaissent à qui appartient le crâne. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont se recueillir sur leur mort, parce qu'ils savent qui c'est. Et donc, le film le montre. Le documentaire, donc Éléphant, qui est sur Disney+. Et il y en a un qui a très bien montré aussi l'idée que les animaux ont des souvenirs, une mémoire et évoluent en fonction de ce qui leur arrive, c'est Jacques Perrin. Jacques Perrin, qui est très connu donc qui est d'abord acteur, bien sûr, et puis qui devient producteur de documentaires dans les années 90, qui produit Microcosmos sur les insectes, Le peuple migrateur sur les oiseaux. Et là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, Jacques Perrin, pour moi, c'est quand il fait Océan en 2010. Oui ? J'en ai oublié un ? Les manchots, c'est pas lui. Les manchots, c'est Luc Jacquet. C'est pas Jacques Perrin, c'est une autre collection. Jacques Perrin, lui, dans l'Océan, ce qui se passe, c'est qu'il y a un plan très intéressant où on voit des dauphins, donc très bien filmé. Océan est un film sublime. On voit des dauphins sous une caravelle. C'est-à-dire qu'il a choisi de donner l'impression qu'il avait filmé des dauphins du XVIe siècle. Façon de montrer, évidemment, puisque l'océan se termine sur la pollution des mers aujourd'hui, que l'environnement évolue et que les animaux s'adaptent à un environnement plus pollué, et donc d'annoncer la modification de cet environnement avec l'arrivée de la caravelle, qui est un symbole de l'invasion du monde, en gros, par les humains. Et il remet le couvert ensuite dans un film qui s'appelle Les Saisons, qui est sorti en 2016, Les Saisons. Et Les Saisons, c'est encore pire, c'est délibérément un film historique où on voit majoritairement des animaux, mais où on voit peu à peu les hommes préhistoriques domestiquer le loup, où on voit ensuite... c'est très beau, Les Saisons, on voit comment les champs, comment les haies ont disparu, et on voit la disparition de tout ça du point de vue du jet, du point de vue des mésanges, voilà.
Donc c'est un documentaire animalier, on regarde des animaux, mais on voit le monde changer autour d'eux. Et ce que fait Jacques Perrin aussi dans Océan et dans Les Saisons, c'est qu'il se casse la tête à inventer des technologies pas possibles pour filmer les animaux de face. Comme je vous ai dit, Lascaux, Muybridge, La Fête sauvage, c'est un peu... Enfin, surtout Lascaux et Muybridge, on filme les animaux de profil. On voit pas bien leurs yeux. Si vous filmez un animal de face, même s'il a les yeux sur les côtés, c'est déjà une façon de le regarder lui. Et surtout, c'est beaucoup plus difficile de regarder un animal de face que de profil, parce que de face, il faut qu'il vienne vers vous. Or, spontanément, si vous avez une grosse machine noire sur l'épaule, l'animal, il se carapate, donc vous allez voir ses fesses. Donc pour qu'il vienne vers vous, il y a tout un tas de... Faut changer la relation à l'animal, ne serait-ce que pour pouvoir le filmer de face. Et donc ce qui fait dans... et donc du coup, le fait de filmer un animal de face, c'est novateur, quoi. Et donc dans Océan, on voit des dauphins nager de face. C'est très rare. Et donc pour ça, Perrin a attaché sa caméra à une torpille. Il met la torpille dans l'eau, il avance, donc il traîne la torpille qui est à 500 mètres du bateau, et donc la caméra qui est accrochée à la torpille recule comme ça, et donc les dauphins, évidemment, viennent jouer. Et donc on voit les dauphins de face, et il arrive même à filmer des thons de face. Les thons, c'est des poissons, donc c'est vraiment pas joueur. Donc eux, pour le coup, c'est encore plus impressionnant. Et il refait le même coup dans Les Saisons, avec les chevaux cette fois-ci. Et c'est des chevaux filmés au galop de face. Et là où c'est impressionnant, c'est qu'ils galopent dans la forêt. Donc si vous voulez filmer un cheval au galop, faut que vous ayez de la place pour faire votre travelling. Donc c'est pour ça que très souvent, les chevaux qui galopent, John Ford, les chevaux qui galopent, il allait les filmer à Monument Valley. Il y a de la place pour mettre la caméra, il n'y a pas d'arbres. Les Saisons, c'est quand même pas le même truc, il y a des arbres partout. Du coup, Jacques Perrin a construit un quad étroit spécial avec la caméra qui était à l'arrière, et donc le caméraman suivait les chevaux comme ça au milieu des... Enfin, le caméraman devait juste faire confiance au chauffeur du quad surtout. Et donc les chevaux galopent vers la caméra comme ça, et on les voit de face en pleine forêt avec les arbres qui défilent. Voilà. Et voilà, et tout ça, ça va avec ça conduit au dernier documentaire, la dernière manière en date d'aller à la rencontre de l'animal. C'est un film qui s'appelle La sagesse de la pieuvre. C'est encore passé sur Netflix. Je suis désolé, je fais beaucoup de pubs pour Netflix. Vous êtes là, vous irez voir les films ici. La sagesse de la pieuvre, ça a été filmé en GoPro, donc des toutes petites caméras. Et donc ça raconte comment un homme a sympathisé avec une pieuvre, et vraiment au sens fort, c'est-à-dire qu'on voit au début la pieuvre s'enfuir, et on voit que la pieuvre le reconnaît au fil de ses visites, et donc se laisse approcher petit à petit. Tiens, on va regarder la bande-annonce. Seeing this really strange thing. A lot of people say an octopus is like an alien. But the strange thing is, as you get closer to them, you realize that you're very similar in a lot of ways. Quand on se rapproche d'eux, on voit qu'ils nous ressemblent. It's a hard thing to explain, but sometimes you just get a feeling and you know there's something to this creature that's very unusual. There's something to learn here. I had to have a radical change in my life, and the only way I knew to do it was to be in this ocean with her. Ouais, voilà, on va pas avoir le temps de tout voir. C'est bon ? Merci. Donc voilà, ce qui est important, c'est qu'on voit on voit la pieuvre se souvenir de l'humain qui vient la voir. Et le laisser approcher jusqu'à ce plan où il nous refait Michel-Ange, là, l'homme et Dieu, avec le tentacule qui touche le doigt comme ça. Et alors évidemment, lequel est l'homme, lequel est Dieu, c'est pas sûr. Ce qui est impressionnant en plus avec le céphalopode, c'est que c'est la conscience, c'est l'animal le plus intelligent dans le corps le plus différent d'une autre, parce que c'est un invertébré. Et ils sont extrêmement complexes cognitivement, les poules. Voilà. Et donc ça, c'est la GoPro, c'est le moment où on se rapproche le plus possible, et donc le film met en scène le rapprochement avec l'animal. Et donc de l'autre côté, alors là voilà, je parlais de Netflix, de l'autre côté vous avez un film que vous pourrez venir voir ici en vrai, et c'est La Panthère des Neiges, qui sera dans la programmation aussi, mais là pour le coup vous doutez bien que La Panthère des Neiges, il l'approche pas, il fait pas Michel-Ange avec La Panthère des Neiges.
Enfin, je l'ai pas vu, la Panthère des Neiges, donc peut-être qu'il lui fait... non, c'est bien ce que je pensais. Donc la Panthère des Neiges, c'est une autre façon d'aborder l'animal, je pense, où on va être plutôt du côté du mysticisme. Mais faut que je le voie, non ? Avec un animal qui est plutôt une incarnation divine, non ? Une apparition divine. Ah bah ouais, je t'en supplie. Alors vas-y, parle-nous de la Panthère des Neiges, qui a eu le César du meilleur documentaire il y a 3 jours. Je trouve que c'est intéressant la Panthère des Neiges parce que ça fait vraiment lien avec tout ce que tu viens de raconter. C'est que, pour moi, c'est peut-être ce qu'on disait un peu dans les vidéos de la programmation, c'est comment la technique et le point de vue évoluent. Ouais. Et on voit bien qu'avec les caméras de nuit infrarouge, ils peuvent laisser cette caméra qui tourne toute la nuit en attendant qu'elle arrive. Et c'est bien grâce à cette technique qu'il y a une possibilité d'approcher. Ah, donc on la voit de tout près. Je ne dévoilerai pas parce qu'il y a un montage qui est quand même exceptionnel dans le film et qui met en place une dramaturgie. Et puis évidemment, il y a un point de vue d'un photographe et d'un écrivain. Et donc qui nous invitent à regarder le monde différemment, à aller vers un autre rapport au monde, aux animaux, à cette relation. Mais du coup... Donc la question c'était, est-ce que... Non, oui, quand il dit la Panthère des Neiges, du coup, est-ce que c'est l'espèce Panthère des Neiges ou est-ce que c'est cette Panthère des Neiges ? Oui, d'accord, ok. Oui, bon, on est d'accord. Alors. Donc ça va carrément dans la continuité de tout ce que je viens de dire. Ouais. Donc, mon avis, ça va dans la continuité. Et donc ça va même avec la sagesse de la pieuvre. Ouais. Voilà, tout okay. à fait. Voilà. Allez le voir. Ah oui, non, mais si vous ne l'avez pas vu, je recommande parce que je trouve que c'est très beau, parce que c'est très poétique aussi. Voilà. Il ne faut pas perdre ça. Si je peux me permettre, pour revenir un peu au cinéma et défendre un peu aussi, c'est que c'est quand même aussi peut-être un moment qui distingue des films avec des très gros moyens de ces plateformes, aussi de cinéastes. Oui. Il faut des films aussi pour le cinéma. Je pense qu'il y a aussi quand même une manière différente de concevoir l'image n'est pas que spectaculaire. Quoi. Oui. Elle véhicule aussi, je pense, d'autres messages. Quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est ça, les animaux ont longtemps été des symboles et en tant que tels, on les mettait un peu à distance. Et maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est une relation à l'animal où on est proche d'eux, mais sans perdre complètement le côté un peu quand même poétique de ce que c'est d'être avec un animal qui n'est pas un humain, quoi. Alors, est-ce qu'il nous reste un... J'aurais juste aimé vous montrer les images de synthèse aujourd'hui. Ouais. Puisque aujourd'hui, les animaux, souvent, sont des animaux fabriqués par ordinateur. Alors, dit comme ça a l'air affreux, mais ça traduit en fait aussi une manière de se rapprocher des animaux. Alors, je parlais des animaux de synthèse tout à l'heure. Alors, avant les ordinateurs, il y a quand même eu le King Kong qui était une maquette. Il n'y a pas un seul vrai gorille dans le King Kong d'origine. Et ce qui est drôle, c'est que King Kong, dans le film de 1931, est une chimère, puisque quand c'est la maquette qu'on voit complète, c'est de la peau de lapin, et quand c'est la main géante qui tient l'actrice, c'est de la peau d'ours. Et voilà. Par la suite, vous avez eu des robots, puisque dans le Moby Dick de John Huston, vous avez pas seulement des vrais cachalots, mais vous avez aussi des faux cachalots un peu motorisés. Pareil dans Sauver Willy. Et donc là, depuis 2012, il y a un film très important qui s'appelle L'Odyssée de Pi, d'Ang Lee, qui a eu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux et du meilleur réalisateur. On arrive à synthétiser des animaux de façon absolument photoréaliste. Il y a aucun doute sur le fait qu'ils sont parfaits. Si vous prenez les animaux des années 90-2000, il y a des moments où ça grince, où on voit que ça sort d'un ordinateur. Maintenant, il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est un éléphant. Tu peux lancer le cycle, Jean-Eudes. Merci. Ça, c'est un éléphant qui a été conçu pour Dumbo, le remake de Dumbo. Et alors, là où je dis que c'est pas forcément une manière de s'en éloigner, parce qu'évidemment on perd le contact avec l'animal sur le tournage, mais c'est ce que je vous disais, c'est pas parce qu'il y a un vrai animal sur le tournage que l'animal va être réaliste ou être cohérent avec la façon dont se serait comporté un animal sauvage. Et alors juste après, tu peux nous mettre aussi le jaguar. Et ce qui est fou, c'est que pour fabriquer ces animaux, évidemment, il faut les regarder. Et il faut les regarder extrêmement minutieusement. Et il ne s'agit pas seulement de fabriquer leur corps, mais leur intériorité aussi. Alors ça, c'est une boîte d'effets spéciaux qui s'appelle MPC en train de frimer. Voilà.
Et donc, alors, je vais pas pouvoir vous montrer tout, mais ce qu'ils expliquent dans les making-of de ces MPC, c'est pour Moving Picture Company. C'est une boîte qui est basée à Vancouver, pas loin des orques. Et c'est eux qui font les animaux pour un film sur 2 en ce moment. Ils sont très très doués. Et ils expliquent que avant de faire un animal numérique, ils en regardent des vidéos pendant des heures. Donc les caméras à téléobjectif qui nous permettent de les voir de tout près, même en étant de loin, d'avoir des animaux incarnés, épais, tout ça, ça permet aux animateurs de les simuler ensuite et d'en avoir des parfaits. Et alors, est-ce que tu peux nous montrer les images du Roi Lion ? Il y a eu un remake du Roi Lion en 2019. Et donc l'idée du réalisateur, alors on a des animaux qui parlent et c'est Hamlet encore une fois bien sûr, mais ils ont voulu faire quelque chose qui avait l'air de sortir d'un documentaire animalier. Donc voilà, ces fourmis là, c'est pas des vrais. Et alors monte surtout les lions, juste après, voilà. Ce qu'ils voulaient faire, cette image-là, c'est des animaux entièrement numériques, entièrement dessinés, c'est du Disney, c'est de l'animation, mais on a l'impression d'être devant un documentaire. En plus, vous reconnaissez un peu le flou des documentaires que je vous ai montrés avant. C'est un peu les mêmes effets de profondeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils ont voulu que ce soit des animaux qui parlent, mais que le visage ne parle pas. C'est-à-dire qu'ils ont voulu réduire la portion d'expression humaine au minimum. Et quand le personnage est fâché, non pas transmettre sa colère avec des traits de primate, qui sont des traits d'humain, de singe, quoi, de la colère de singe, mais de la colère de félin. Et donc, quand les animaux parlent, que ce soit des félins ou des ours, ils sont restés au maximum, le plus près possible des expressions animales, de manière à ce que la voix humaine derrière soit une sorte de voix off, de commentaire, si vous voulez, de ce que disent les animaux. Voilà. Et alors ça, c'est autre chose en revanche. Ça, c'est l'autre école. Ça, c'est un autre réalisateur qui s'appelle Andy Serkis, qui a fait un remake concurrent du Livre de la Jungle. Et lui, pour le coup, il est parti dans une direction opposée. Là, vous voyez, le tigre, Shere Khan, on a l'impression qu'il a de l'eyeliner, on a l'impression qu'il a les yeux bridés, il a les sourcils froncés. Vous voyez, les sourcils froncés là ? Voilà, et il a l'air fâché, il a l'air furieux, et c'est une colère humanisée. Montre-nous le plan de l'ours après, Jean-Eudes. On a ensuite un ours qui a un visage humain. Voilà, ici, ça c'est pas un ours à droite. Voilà, le visage a été plaqué sur le visage du réalisateur, en plus Andy Serkis. Donc on a ici un dosage d'expression humaine dans le. Oui, on voit à peine qu'il y a un museau. On a l'impression que c'est presque un visage humain, quoi. Un dosage d'expression humaine qui est beaucoup plus important ici. Et voilà. Et donc je vais finir là-dessus. Ce qui est drôle, c'est que le film où on essaie de rester le plus proche possible des expressions animales sans remettre de l'anthropomorphisme à l'ancienne dessus, c'est un film qui se termine sur l'idée d'une cohabitation plutôt d'égal à égal. Alors tu vas nous montrer, voilà. Alors ça c'est la version où les animaux ressemblent vraiment à des animaux. Vous voyez là, ici on a un ours qui n'a pas du tout un visage d'humain. La panthère, on n'a pas du tout l'impression qu'elle va se mettre à parler. Donc ça c'est la fin de celui où voilà, où on a repoussé l'anthropomorphisme, où on dit les animaux peuvent avoir des émotions sans qu'on plaque du langage humain dessus. Bon, et alors montre-nous la fin de l'image du film où là pour le coup on est plus dans l'anthropomorphisme à l'ancienne. C'est le plan d'après. Donc le film, le Livre de la Jungle concurrent, qui du coup dit pour comprendre un animal, faut mettre de l'humain dessus parce que sinon c'est pas clair, se termine sur une frontière, vous voyez, très nette entre l'humain et l'animal, avec l'humain qui est dans la lumière, donc c'est Mowgli, et les animaux qui eux sont dans l'ombre et qui regardent l'humain comme le messie. Donc on a ici un Livre de la Jungle plutôt conservateur dans la représentation de la relation humain-animal, vous voyez, avec une frontière nette, par opposition à l'autre, où on est plus dans une nouvelle relation, une nouvelle façon de penser le rapport à l'animal. Voilà. Et donc tout ça, c'est... voilà, soit c'est dans les documentaires, on met en avant la personne animale. Sur le tournage, on les respecte différemment, un peu plus comme si on travaillait avec des enfants. Voilà, on les remet pas en cage après le tournage. On essaie plus de mettre en place une complicité avec eux. Et sinon, le fait d'avoir des animaux comme ça, numériques, et de les recréer nous-mêmes en se posant la question de comment s'exprime un animal, comment ses émotions s'expriment, ça permet en fait de se rapprocher d'eux et du coup de changer les récits
et de changer la place de l'humain face aux animaux. Voilà. Ouais. Je suis inexcusable. Ouais. Ouais. J'ai pas lu le livre non plus en plus. Oui. Oui, c'est la contrainte du photographe. Bon, moi je défends du soleil dans la programmation parce que. Non, mais après, c'est le problème des films qui ont un tel succès. Je dirais qu'ils peuvent être victimes de leur succès. Ça dépend à quel moment on le voit et on le découvre. Les commentaires un peu philosophiques. Oui, voilà, c'est ça, mais oui. Bon. Ah mince. Bon, que ce soit bien ou pas, il faut aller vérifier. Il faut venir voir. Aller vérifier. Et ouais, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a deux visions entre le photographe et l'écrivain, en fait, qui se. Quelque part. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur de Mystère, le film avec le loup, le film un peu faux cul, là, je vous ai parlé au début, le réalisateur est en train de tourner un biopic de Sylvain Tesson. Avec Jean Dujardin dans le rôle de Sylvain Tesson. On sent qu'il y a des amusants, c'est que dans la Panthère des Neiges, il y en a un qui est très impatient, et l'autre qui l'est. Enfin bon, c'est pas les anges en fait, hein, c'est pas, il ne s'agit pas de dire ça par rapport au film. Dans la Panthère des Neiges, ce qui est intéressant, c'est de voir le travail, enfin, le temps que ça demande, voilà, toute cette patience, voilà, et les commentaires, ma foi, sur l'idiot, ben non, bon, c'est fou. Ce qui nous intéresse, c'est l'image, l'observation, et enfin, moi j'aurais coupé tous les humains. C'est-à-dire que c'est aussi un film qui invite à regarder, donc c'est intéressant des films, c'est-à-dire que c'est comment on regarde aussi, puisqu'on leurs commentaires, c'est comme s'il y avait un sous-texte du film. On verra plein de films dans cette perspective, donc il n'y a pas que la Panthère des Neiges. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur les commentaires, parce que souvent c'est quelque chose qui n'est pas analysé quand les critiques de films travaillent sur les documentaires. On va juger la qualité de l'image. Souvent, le documentaire animalier, c'est un genre qui n'est pas souvent pris au sérieux. En gros, on dit oui, c'est beau, emmenez vos gosses. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement de voir ce que véhicule le commentaire, parce que souvent, c'est pas innocent du tout. On a souvent l'impression qu'en gros, tout le monde est d'accord pour dire les animaux sauvages, faut les protéger, mais en fait, souvent, il y a une idéologie un peu derrière et qui rejoue la frontière justement entre les humains et les animaux. Et alors, La Fête sauvage, il y a un commentaire, mais si vous achetez le DVD, vous pouvez avoir la version sans commentaire. Donc ils ont bien vu qu'il pouvait y avoir un souci avec le commentaire. Oui. Mais là, tout à l'heure, nous, on le regarde avec commentaire, La Fête sauvage. Ce sans commentaire, c'est vraiment expérimental pour le coup. Hein. Oui, c'est familial. Les commentaires négatifs, j'ai lu 5 fois La Panthère des Neiges, et les phrases qui sont prononcées à la fin sont fantastiques, merveilleuses. Okay. Elles permettent de renouer totalement avec tous les éléments en fait, de la nature, les pierres, tout est résumé justement et fantastique. Chacun décidera de ce qu'il pensera de La Panthère des Neiges, mais avec une dernière remarque. Vous avez parlé du ralenti. Est-ce que l'effet inverse, donc le time-lapse, est utilisé pour les animaux ou c'est réservé aux végétaux? L'effet inverse d'accélérer? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des documentaires qui montrent des animaux en accéléré? C'est vrai que pour les végétaux, c'est bien vu, ça nous permet de nous mettre dans le temps, enfin de rapprocher le temps des végétaux du nôtre. Et que, je sais pas, comme les animaux partagent notre temporalité, et qu'on a souvent plus ou moins la même espérance de vie, je sais pas si j'ai vu ça beaucoup.
Peut-être avec... Non, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des documentaires animaliers où on les met en accéléré. Oui, les chrysalides, les araignées qui sortent de leur peau, les chrysalides. Mais c'est parce que c'est le moment où ils deviennent immobiles, quoi. Ça redevient des végétaux, quoi, limite à ce moment-là. Ils sont en train de germer. Et je suis le premier à dire qu'il ne faut pas confondre les végétaux et les animaux, donc attention. Il ne faut pas les mettre dans le même sac, en tout cas. Mais souvent, c'est vrai qu'avec les fourmis, on a l'impression de... Il y a des scènes où on voit des fourmis dégager des animaux. Quand on les voit bouger un corps, par exemple, et comme elles s'y mettent à plusieurs, puis ça prend du temps, on l'a en accéléré, ça. Oui, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus rare, hein, clairement, que le ralenti. On peut peut-être faire une petite pause pour... J'ai oublié de dire que tu étais romancier. Ah oui, je suis venu avec mes livres. On a 2 livres qu'on va proposer là, en attendant, pour les gens qui peuvent venir voir La Fête Sauvage tout à l'heure. On peut peut-être faire une petite pause. Et puis je vous invite bien entendu à rester pour La Fête Sauvage qui sera présentée encore par Brunel, et à vous faire votre propre point de vue sur les films de cette programmation et vous inviter à regarder. J'espère vous avoir donné envie. Ce qu'on a entendu. Merci encore. Merci à vous.